caught you staring across the room. Not sure that you made the move. Something like a magnet, I'm drawn to you, but somehow, baby, I'm feeling blue. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la version étendue de la hiérarchie des besoins selon Maslow. Pour rappel, les 4 premiers niveaux de la pyramide de Maslow comprennent des besoins qui sont des manques à combler. Le 5e niveau est différent. Ce sont toujours des besoins qui y sont, mais il n'y a pas de manque. C'est pour se réaliser, c'est pour se sentir comblé. Après quelques temps, d'abord il y avait cette version de la pyramide de Maslow à 5 niveaux. Et après quelques temps, Maslow a ajouté 2 niveaux entre le 4e niveau et le 5e niveau. Et un niveau de plus après le 5e niveau. Entre le 4e et le 5e niveau, considérons le premier besoin des deux, le besoin cognitif. C'est l'adjectif et le nom serait cognition. Le besoin cognitif, c'est le besoin que tout humain a, que tout être humain a, que nous avons, de consciemment apprendre, sachant qu'on passe du stade de non-savoir, puis d'apprentissage, et finalement du savoir. Puisqu'on apprend, donc, ça passe par les 5 sens, pas toujours, des fois quelques sens, pas tous les 5, mais des fois tous les 5 sens. Donc, on apprend en touchant pour comprendre est-ce que c'est chaud ou froid, ou alors pour comprendre la texture. Quand c'est la vue qu'on utilise, on regarde, on veut pouvoir reconnaître des formes, des épaisseurs, la couleur. Quand c'est l'ouïe, on veut comprendre quel son ça fait. Est-ce que c'est silencieux? Est-ce que c'est un son discret? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est métallique? Est-ce que c'est autre chose? Quand c'est l'odorat, on utilise le nez et on veut sentir. Est-ce que c'est inodore? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent mauvais? Et à quel degré ça sent bon? À quel degré ça sent mauvais? Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'on aime l'odeur? Ou alors est-ce qu'on s'en passerait? Quel sens est-ce qui manque? Le goût. Et quand il s'agit du goût, on veut savoir si c'est
salé ou sucré, ou amer, ou sûr, ou fade, ou sans goût, ou c'est un mélange de goûts, salé-sucré, sucré-salé. C'est pas mal sucré-salé, j'aime bien sucré-salé aussi. Ce qui se passe quand on utilise son cerveau pour apprendre, quand on est consciemment en train d'apprendre et qu'on sait qu'on est en train d'emmagasiner des informations, les formations nouvelles arrivent au cerveau grâce au sens utilisé. Le cerveau stocke les informations et plus tard, mise en présence de choses déjà apprises, le cerveau retrouve les informations emmagasinées et à ce moment-là, on se rappelle de ce qu'on savait. On reconnaît ce qu'on connaissait déjà. On ne peut pas reconnaître si on ne connaissait pas. Donc, on a déjà appris. Et après, on a emmagasiné. Ensuite, on peut se rappeler. Donc, c'est assez complexe. Moi, je vais l'expliquer une facette du besoin cognitif, la facette d'apprentissage. Il y a aussi la facette du rappel, la facette de le niveau de conscience qu'on a au moment de l'apprentissage et au moment aussi du besoin de se rappeler. Et plus c'est efficace, mieux ça marche pour nous. Donc, quand on est très en forme, il n'y a aucun problème de mémoire, il n'y a aucun problème d'apprentissage, par exemple. C'est ça le besoin cognitif. Et comme service qu'on peut offrir, il y a la pédagogie, il y a les stages professionnels, parce que quand les gens apprennent une nouvelle profession, quand on acquiert de nouvelles compétences, c'est toujours bien de comprendre comment appliquer la théorie à la pratique de A à Z, un cycle complet et des variations de ce qu'il y a à faire pour avoir des résultats. On se fixe un but quand on fait un travail et on doit savoir comment commencer et où s'arrêter. Et ce qu'il faut faire entre les deux points. Et à quoi ressemble le produit final ou le service au point où ça peut être livré. Donc, les stages professionnels servent à ça. C'est un processus d'apprentissage aussi, que de voir comment ça se passe quand on applique la théorie à la pratique. Il y a aussi les simulations qui servent bien à l'apprentissage et à la formation de suffisamment d'étapes, de gestes, d'actions, suffisamment de données, presque sans risque. Et c'est souvent bien avant de passer à la réalité. Comme ça, même quand on fait des erreurs, on fait ces erreurs-là dans un milieu prévu pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif. Donc, c'est comme un jeu. On peut jouer. C'est comme si on jouait. Mais au fond, on n'est pas en train de jouer parce qu'on est en train d'appliquer
des théories à la pratique, mais ce n'est pas dans la réalité. Ce n'est pas un vrai client. Par exemple, sur ordinateur ou sur Internet, l'environnement est contrôlé. On voit une image et c'est une image. Ce n'est pas un vrai client. Et ça aide à apprendre, et ça aide à comprendre, et ça aide à voir les étapes. Il y a aussi l'esthétique, le besoin esthétique, le besoin d'esthétisme, le goût du beau, l'appréciation du beau, l'appréciation de l'art. C'est aussi l'appréciation de la stabilité dans ce qui est visuel et dans ce qui s'entend. C'est aussi l'appréciation de l'harmonie dans ce qui se voit et dans ce qui s'entend. Exemple de service. À quoi on peut penser? L'harmonie des couleurs. Un beau jardin, bien planifié. Des rythmes mélodieux. Et pour les personnes qui aiment les maquillages, du maquillage, en pensant à la stabilité, je voudrais prendre comme exemple dans le contexte de l'appréciation du beau, le fait que si on prenait ces 2 vases de fleurs et qu'on les posait sur une clôture et que le fait de poser ces vases sur la clôture nécessiterait que ce soit stable, que la surface soit assez large et que ces vases ne risquent pas de tomber d'un côté ni de l'autre parce qu'il pourrait y avoir un animal d'un côté ou de l'autre de la clôture, ou quelqu'un, ou un bébé, ou alors que les bris de vase pourraient se projeter et atteindre quelqu'un, et ça serait dangereux. Donc, le fait de savoir que c'est mieux que les vases n'attirent pas l'attention dans le sens négatif, que les vases contribuent à l'harmonie de l'ensemble. C'est l'idée de la stabilité qui ferait que si un vase dépassait même de quelques centimètres ou même d'1 centimètre le rebord de la clôture en question, on serait tenté d'aller repositionner le vase pour que ce soit un peu plus équilibré et pour avoir le sentiment de stabilité dans la réalité et aussi en regardant le vase visuellement. Donc, le vase bien posé, de façon stable, ne posant aucun risque, ça contribue à la beauté de l'ensemble de ce qu'on voit, de ce qu'on regarde. J'oubliais. Ah oui, j'ai déjà dit quel genre de service on pouvait offrir. Maintenant, après le 5e niveau,
il y a le besoin de transcendance. Et sur l'image, on voit quelqu'un qui, selon ce que je veux dire, je vais interpréter l'image par rapport à ce que je veux dire. Donc cette personne se trouve au milieu d'un ensemble d'objets ou de représentations, ce qui veut dire que à l'intérieur du grand cercle, il n'y a pas que la personne, il y a aussi autre chose. Et cette personne en aurait conscience. La personne saurait. On peut dire que la personne sait qu'elle n'est pas seule. Et si le grand cercle représente l'univers, donc la personne sait qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Il y a d'autres objets, d'autres êtres vivants, et puis que la personne, c'est une personne en plus et un être vivant en plus. Maintenant, quand on parle de besoin de transcendance, c'est par rapport aux besoins humains. Ce que c'est en fait, c'est le besoin de vouloir et de sentir qu'on peut dépasser les limites ordinaires que l'humain s'auto-impose. La majorité des gens vivent leur vie en faisant le minimum, en acceptant le minimum. Mais il y en a d'autres, et je pense que c'est un faible pourcentage. Il y a des gens qui se poussent à aller plus loin. Ils visent l'excellence, et même en visant l'excellence, ça ne suffit toujours pas. Ils veulent aller plus loin. Les limites ordinaires ne les satisfont pas. Si on considère par exemple 2 personnes dans les sciences, on peut citer Pierre et Marie Curie. Étudier les sciences, ça n'a pas suffi à ces 2 personnes. Ces 2 personnes se sont dévouées et voulaient comprendre un peu plus, aller un peu plus loin et ont probablement fait des découvertes qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc grâce à ces 2 personnes, l'être humain a appris un peu plus des sciences et de ces 2 personnes. Donc, c'est quand c'est non seulement se dépasser, il ne s'agit pas seulement du dépassement de soi, mais c'est aussi le fait de faire des efforts, que ce soit physiquement ou mentalement, ou psychologiquement. Ou en synergie avec d'autres personnes. Alors, un autre exemple, il y a le fait d'avoir la foi, de savoir qu'il y a un être suprême, qu'on n'est pas seul. Ça, c'est aussi de la transcendance. Se dévouer aussi à l'autre. Se dévouer au confort de l'être humain, comme font les infirmières, les auxiliaires, qui rendent la vie un peu plus confortable à ceux qui dépendent du personnel de la santé. Ça aussi, c'est de la transcendance parce que tout le monde ne peut pas le faire et il y a
C'est assez exigeant. Et il faut pouvoir dépasser les limites ordinaires que les êtres humains s'imposent pour pouvoir se dévouer au confort d'autres êtres humains. Constamment en plus. Bien sûr, les exemples que je donne sont des exemples auxquels je pense au moment où je parle. Et il y en a des centaines et vous pourrez sûrement en trouver d'autres. Alors, je m'arrête ici et je vous rappelle que c'est important de s'hydrater. Nous buvons de l'eau tous les jours, tout le temps. Je vous aime. À bientôt.